merci, pardon, mauvais élève. Du coup, hop, je me suis pas connectée. Ouf, je vais pas me... Enfin, si, ouais, peut-être, pour la vidéo, du coup. J'arrive. Hop, j'ai oublié de me connecter sur... pour que vous puissiez voir en direct les résultats. On est le dernier atelier, du coup, on peut passer... on peut prendre du temps. Nous, on a le temps. Ouais. Puis moi, c'est la 5e fois que je cause. Alors, il faut meubler. Vous connaissez la digitale? Super outil. Hein. Ouais. De multiples propositions. Bah du coup là, ouais, pour le coup, ça Donc permet... là, c'est un nuage de mots. C'est ça. Hop. Sondage, nuage de mots. Et surtout, c'est pas limité dans le nombre de participants. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, c'est payant au-delà de quelques participants, alors que là, c'est gratuit. Il me semble que c'est financé par l'Association des formateurs numériques. Oui, c'est ça. Oui. On peut donner des sous, oui. Et ben c'est grâce à Chari si on est là. Voilà. Bravo Chari. Je le dis facilement, c'est pas. Je suis pour. Je suis pas dedans. Alors du coup, interrogation ressort, questionnement ou une opportunité, gain de temps, nouvelle possibilité, c'est trop bien. Et on a aussi, à l'inverse, certaines craintes, perplexes, appréhensions, Kezako. Voilà, ça parle pas forcément toujours à tout le monde non plus. Accessibilité, aide, gagner du temps, rapide, opportunité. Donc il y a déjà des gens qui ont quand même peut-être un petit peu essayé, un petit peu tenté des choses. Et c'est intéressant. Et d'autres personnes pour qui ça va moins parler. Donc on va s'atteler à vous présenter tout ça. Emploi supprimé, voilà, tout à fait. Je l'attendais. Avec un point d'interrogation. Peut-être emploi modifié. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'enseignement va disparaître au profit de la machine? Merci pour vos participations. Il y a beaucoup de corps de métier qui ont des craintes. J'entends pour les programmeurs, les graphistes, les enseignants. On passe à la suite. C'est ce que je veux dire. Oui, on va y aller par étapes. Kezako, j'espère qu'on va y répondre à la... Oui. Qu'est-ce qui différencie l'IA d'un moteur de recherche? Quand j'entends certaines personnes, des proches, me dire... en fait, qui posent la même question à Google qu'à l'IA, qu'à ChatGPT, et qui ne comprennent pas l'intérêt de ChatGPT. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est celui de la recette de cuisine. Alors oui. Là, il faut que je mette sur pause. Ah oui, c'est toi qui vas faire les pauses. Yes. Alors sur Google, on peut avoir l'habitude. Imaginons, je cherche une recette de poulet à l'ananas. Je vais trouver X recettes de poulet à l'ananas sur Google. C'est à moi de trouver la bonne recette. Là, je suis avec ChatGPT. Donc une question toute simple. Donne-moi une recette de poulet à l'ananas. Il est assez rapide. Oui, il est très très rapide. Donc j'ai les ingrédients, j'ai les étapes. Ok, tout va bien. L'avantage avec ChatGPT, c'est que je vais lui poser une question par la suite. C'est-à-dire, dans cette recette, oui, je suis allergique à quoi? Au poivron et j'ai pas de soja. Il adapte sa recette. Voilà. Puis après, je me suis dit, mais en fait, cette recette, c'est pour impressionner ma femme, ma belle-mère, peu importe. Donc je veux vraiment une recette élaborée. Donc là, il va me sortir une recette avec des épices, un truc bien travaillé. J'aurais pu faire le contraire. Vraiment, j'ai pas le temps. Donne-moi une recette vraiment simple qui demande peu de préparation. Cet exemple, c'est pour montrer que on peut instaurer un dialogue avec ChatGPT qui va s'adapter à nos demandes. Ce qui n'est pas le cas de Google. Si on va sur une recette proposée par Google, donc Google va proposer des liens de sites qui existent déjà. On clique sur un lien, ça nous plaît pas, on n'en sait rien. Et on est obligé de changer de site à chaque fois. En fait, oui, c'est... Pardon. J'ai testé X... Alors, pas cette recette, j'ai testé d'autres recettes cette année. C'était pour ma femme, pour le coup. En fait, pour le coup, contrairement à un moteur de recherche, l'intelligence artificielle, on a ce côté conversationnel où en fait la demande va pouvoir être affinée, alors que si Google ou peu importe le moteur de recherche ne vous a pas convenu, vous allez être obligé de refaire une nouvelle recherche. Il n'y a pas ce côté évolutif et affiner en fait sa proposition. Donc voilà la grosse différence entre moteur de recherche
et intelligence artificielle. Et ça, déjà, c'était important peut-être de le préciser, parce que certains vont avoir tendance à faire un petit peu la même chose sur ChatGPT que sur un moteur de recherche, alors qu'en fait, non, il y a vraiment une plus-value qu'il faut aller chercher. C'est vrai que si tu cherches une information basique, tu ne vas pas aller la demander au robot intelligent. Et par contre, si tu as besoin, voilà, comme ça, de pouvoir affiner ta recherche, d'aller plus loin, eh ben, c'est plutôt vers l'intelligence artificielle qu'il faut se diriger. Ouais, effectivement. Elle est bonne. Hein. Elle est là dans le numérique. Donc là, on était sur un exemple simple. Moi, je ne suis pas cuisinier, mais voilà, ça me sert au quotidien. On va monter un petit peu en puissance. Donc, comment tirer le meilleur bénéfice de l'IA? J'enchaîne tout de suite. L'art du prompt. Alors le prompt, c'est la commande que nous allons écrire à ChatGPT dans notre exemple. Commande, ça vous va? Ou prompt? On va dire que c'est pareil. Hein. Premier exemple. Je veux que ChatGPT prenne le rôle de Jules Ferry et qu'il réponde aux questions d'un journaliste. Donc je lui donne un rôle et une mission. Un contexte, un rôle, une mission. Je commence par lui poser une question simple. Je ne sais pas si tu as fait pause. Voilà. Non, alors, là, le début, en fait, il s'est lâché tout seul, donc c'est pas le plus intéressant. Mm-hmm. C'est moi, je veux lui poser une question par la suite. Alors, donc là, non. Oups. Donc, Jules Ferry, pouvez-vous nous donner une mesure importante pour résoudre la crise du recrutement des enseignants? Tu peux continuer? Alors, pas toute la réponse. Améliorer les salaires et les conditions de travail des enseignants, promouvoir le respect pour le métier d'enseignant, promouvoir la formation et l'accès à la profession. J'ai envie de dire que c'est une réponse un petit peu attendue. Que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de personnalités politiques ou des médias pourraient dire la même chose. En fait, j'ai posé une question assez simple, assez attendue, donc la réponse sera attendue. Après, je vais lui poser une question un peu plus fine, un peu plus en lien avec sa carrière politique, avec la carrière politique de Jules Ferry. Lorsque vous étiez ministre, vous avez refusé la mixité filles-garçons à l'école. Pourquoi? Peut-être faire des pauses là, du coup, pour lire un petit peu. J'arrive. C'est pas évident, ça va vite. Ça va vite et... Donc, ouais, je vais peut-être pas tout lire. J'ai maintenu une séparation des sexes dans les écoles. Il est important de noter... Ça va être... Ouais, mais je peux pas. En résumé de mémoire, il fait appel au contexte de l'époque pour expliquer sa décision, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin, à ce jour, pardon, peut-être qu'il agirait différemment. Je peux plus le stopper, il a pas envie. Non, je peux pas. Il a pas envie, il a décidé que non. Peut-être la fin. Néanmoins, je tiens à souligner que si j'avais à prendre ces décisions aujourd'hui, dans un monde qui a évolué, ma décision serait certainement différente. Donc voilà, je suis allé sur son Wikipédia, j'ai analysé son histoire, j'aurais pu aller sur un livre d'histoire, voilà, pour lui poser une question un petit peu piquante, quoi, et qui me donne une réponse un peu plus personnelle par rapport à son histoire. On va avancer encore d'un niveau. Cette fois, c'est George Orwell, l'auteur de 1984, de la ferme des animaux, ferme aux animaux. Donc donne-moi une information étonnante et véridique, peu connue du grand public sur George Orwell. Pause. Donc il a travaillé comme plongeur dans un hôtel à Paris, plus tard à Londres. Cette expérience a grandement illustré sa vision du monde, le poussant à écrire sur la pauvreté, la classe ouvrière et les conditions de travail difficiles. Il y a quelques mois, j'avais posé la même question et j'avais appris qu'il était fonctionnaire, je crois, en Birmanie et qu'il a vu un certain nombre d'injustices qui l'ont choqué et qui l'ont influencé par la suite dans l'écriture de certains romans. Continuez. Ouais. Bon, là, ça dit qu'il est
fan de thé, bon, c'est peut-être pas l'information la plus Pertinente. Ou intéressante. Maintenant, tu as le rôle d'un journaliste expert, donc je lui donne à nouveau un rôle. Depuis 20 ans, tu peux faire pause? Pardon. C'est bon. Là, je m'inspire directement de Micode. Micode, c'est quelqu'un qui fait des vidéos très intéressantes sur YouTube. Alors, il y a 2 chaînes avec Micode, où il nous dit, bah voilà, on donne une mission, un rôle à ChatGPT, on dit qu'il a cette expertise depuis 20 ans, et on lui donne une mission. Toujours de répondre pour l'instant à des questions. Non, même, ta mission est de proposer des questions à George Orwell. Là, j'ai la flemme, c'est toi qui vas t'inventer des questions. Donc pour le coup, il reprend l'information d'avant. Vous avez travaillé comme plongeur et vécu parmi les pauvres à Paris. Comment ces expériences ont-elles influencé votre vision de la société et comment se reflètent-elles dans vos écrits? Donc il y a une mémoire des réponses précédentes. Tu peux faire pause? 1984 est souvent interprété comme une critique du totalitarisme. Quelle est selon vous la plus grande menace pour la liberté individuelle aujourd'hui? Je crois qu'il y a des questions comme ça. Donc c'est vraiment des questions qui sont en lien avec George Orwell. Ouais. Tu veux que j'avance? Oui, je pense que vous avez compris le principe. Réponds à la première question en prenant le rôle et en utilisant une analogie. Donc là, tu es allé beaucoup plus loin. Là, je vais encore plus loin. Je lui demande un type de réponse particulier. Ça aurait pu être en utilisant des chiffres, en utilisant des exemples, en utilisant, je sais pas, encore des informations peu connues du public. Là, je lui demande une analogie. Donc, j'ai pas le début. Mais une fois que vous avez vu ce qui se cache sous le tapis, je sais pas si c'est possible de remonter facilement. J'essaye, c'est pas évident. Donc j'avais 2. Oui, c'est bon. Bien sûr, je vais tenter de répondre comme je l'imaginerais George Orwell répondant en utilisant une analogie pour illustrer son point de vue donc, sur la pauvreté. Voyez-vous, vivre et travailler dans les conditions de la classe ouvrière à Paris et à Londres, c'est comme regarder sous le tapis d'une pièce impeccablement propre. Le dessus peut sembler parfaitement en ordre, les meubles bien rangés et le tapis apparemment propre, mais lorsque vous soulevez ce tapis, vous découvrez une couche de saleté et de débris que la majorité préfère ignorer, ou pire, ne sait même pas qu'elle existe. Pause. Cette saleté, ce sont les gens qui vivent dans la pauvreté, qui luttent chaque jour pour survivre. C'est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer ou minimiser. Mais une fois que vous avez vu ce qui se cache sous le tapis, vous ne pouvez plus regarder la pièce de la même manière. Chaque fois que vous voyez un tapis, vous savez ce qui pourrait se cacher dessous. Je pense que vous avez compris. Donc, j'ai demandé un type de réponse à ChatGPT. J'aurais pu en demander. C'est à vous d'imaginer le type de réponse en utilisant des exemples ou... J'aime bien ton exemple, c'est explique-moi comme si j'étais un enfant de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, pour avoir une gradation dans la complexité de la réponse. En fait, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, moi, je l'ai utilisé pour préparer des choses. Donc, par exemple, j'avais préparé on allait visionner Billy Elliot dans le cadre de École et Cinéma. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT à la maison de me donner les grands axes sur lesquels il ne faut pas passer sur ce qu'on peut travailler avec les élèves. Donc il y avait tout ce qui était la notion de respect, l'homophobie, la persévérance, vouloir continuer malgré le refus du papa d'être danseur étoile. Et puis voilà, donc il y avait toute cette ambiance-là. Et donc ChatGPT me les a très bien donné, les axes à travailler avec les élèves. Et j'ai fait aussi un travail en classe avec les enfants. On a ouvert ChatGPT et on lui a demandé de nous expliquer le contexte social et économique de l'Angleterre dans les années 80 avec justement la grève des miniers, mais pour des élèves de 8 ans. Et donc en fait, on a eu, avec ce prompt, en fait, on a eu vraiment une réponse qui était tout à fait adaptée à mes élèves. Donc en fait, ils l'ont lu et ils ont pu comprendre par eux-mêmes. Donc là, j'ai fait 2 types d'usages. L'usage pour l'enseignant à la maison pour m'aider à préparer quand on a envie d'aller plus vite, parce que moi je suis quand même maman de 2 enfants de 4 et 2 ans, ça me prend du temps, donc si je peux accélérer avec ChatGPT certaines préparations, je dis pas non. Et pour le coup en classe, c'était très intéressant en fait de montrer aux élèves, parce qu'on y reviendra tout à l'heure avec l'esprit critique, mais en fait nos élèves de maintenant, ils sont nés dans le numérique et ils vont grandir avec.
Et clairement, on ne pourra pas l'empêcher, on ne peut pas empêcher tout ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur apprendre à vivre avec et à être des utilisateurs aguerris de l'intelligence artificielle et non pas mettre des freins. Et donc en leur montrant comme ça qu'on pouvait tout à fait l'aiguiller sur des choses pertinentes, ils ont vu que l'intelligence artificielle pouvait leur expliquer un contexte. Et du coup, ça a été très chouette parce que lors du film, ils avaient vraiment plein de connaissances en tête pour s'y repérer. Oui. Ah bon. Bah, c'est bon, voilà, ils avaient... Voilà. Il adapte le vocabulaire. Mm. Ne spoile pas, on arrive. On va en parler. Elle va aller plus vite. Déjà, il progresse. Comment dire? J'avais dit des choses en janvier lors d'une conférence où je l'avais testé sur la création d'une séquence en... Je vais spoiler pareil, je crois que j'en parle à la fin. Sur la production d'écrits en grande section. Alors, je ne sais plus si j'ai... On l'a mis à la fin, donc vous verrez. Les critiques que j'ai formulées en janvier, elles sont toujours valables à l'heure actuelle. Donc en fait, il y a eu un gros boom public en tout cas ces derniers mois. On pouvait penser que ça allait encore s'accélérer. En tout cas, là c'est la version 4, c'est la version payante. Pour vous, la version 3.5 est largement suffisante. Hein. Moi, je m'en sers pour débugger mes programmes. Voilà. Du coup, j'ai la dernière vidéo sur ce point. Alors là, c'est une vidéo sur la construction d'une séance musicale. 2 exemples. Déjà, donne-moi une séance musicale pour une classe de CE1. Un jeu musical. Un jeu musical. Donc, je vous fais un résumé, c'est le jeu du chef d'orchestre. Voilà. Bon, assez classique. Je pense qu'on peut faire ça en maternelle aussi. On recommence. Pose-moi des questions avant de proposer une solution. Ce que j'appelle une forme de maïeutique. Tu peux faire pause? Alors, toutes ces questions. Et je voulais arriver au 1. D'accord. Quel est l'objectif d'apprentissage de cette activité? Donc là, c'est ChatGPT qui va me poser la question pour mieux me répondre. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Quelle est la durée pour cette séance? Avez-vous accès à certains instruments et puis lesquels? Quel est le niveau de familiarité ou d'expérience de vos élèves avec la musique et les jeux musicaux? Je vais répondre à toutes ces questions. Il y en a d'autres. Oui, des restrictions sur les lieux. Je veux un jeu basé sur l'écoute musicale, mais qui bouge, je crois, mais avec du mouvement, avec des enfants actifs physiquement. C'est mon truc du mouvement. Ils doivent bien bouger. Il y aura 26 élèves. La séance dure 25 minutes. Les instruments disponibles, donc là j'ai inventé tambourin, xylophone, maracas, triangle, tube harmonique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les grands tubes qu'on tape. Les enfants sont débutants. Ils vont jouer dans une grande pièce de motricité. J'avais le terme maternel. Une grande salle. Et là, il va faire une séance beaucoup plus fine que le jeu du chef d'orchestre. Parce que il m'a posé des questions, je lui ai répondu, il me propose une solution. Ce que j'appelle moi une forme de maïeutique. Quand Socrate interrogeait certains disciples ou certaines personnes,
c'est en posant des questions à ces personnes que eux vont trouver la solution. Là, c'est ChatGPT qui propose une solution, et peut-être qu'elle ne va pas me satisfaire, mais peut-être qu'elle va m'inspirer. Et puis si je ne suis pas content, je peux lui dire. C'est comme une forme de brainstorming avec quelqu'un qu'on peut contredire quand on veut. Il ne va jamais se vexer. D'accord. Du coup, on va voir quelques plus-values de l'intelligence artificielle maintenant dans l'éducation. Alors, du coup, l'apprentissage adaptatif. Donc, c'est-à-dire que l'apprentissage adaptatif va se faire selon les réussites et les échecs de l'élève. Donc là, on est sur la capacité de la machine à repérer les points forts et les points faibles des élèves de manière très rapide, puisque tout est basé sur des algorithmes. Hein, donc, en fait, elle va très rapidement pouvoir adapter le parcours. Et en fait, on va avoir, si on utilise un outil qui fait appel à l'intelligence artificielle, on va se retrouver sur des parcours qui vont être totalement adaptés aux élèves, puisque ça ne peut pas être trop difficile, puisque ça va s'adapter. Donc si on voit que l'élève était en difficulté, la difficulté va être un peu réduite. Si on voit que l'élève est en très bonne réussite, ça va pouvoir se corser. Donc en fait, on est toujours dans la zone proximale de développement de l'élève, et ça va vraiment permettre de personnaliser en fait les parcours. Et du coup, on va aussi tenir compte du rythme de l'élève, puisque si on voit qu'en fait l'élève a mis beaucoup de temps à produire aussi l'exercice, on va en déduire qu'il a été mis en difficulté. Et donc tout ça, en fait, l'intelligence artificielle est capable de l'analyser et d'en tenir compte pour ensuite améliorer en fait, le parcours. Et du coup, de l'apprentissage adaptatif va découler une évaluation personnalisée. Donc là, on est aussi sur un gain de temps. Et en fait, après l'analyse donc, des performances de l'élève par l'IA, on va pouvoir cibler les besoins des élèves. On va pouvoir cibler déjà les élèves à besoin. Du coup, on va pouvoir créer des groupes de besoins dans sa classe. On va pouvoir vraiment être au plus près des élèves. On va pouvoir faire des petits groupes de remédiation parce qu'en fait, l'intelligence artificielle est un vrai assistant pour nous. Et du coup, en fait, si on prend la peine de s'y intéresser, on va pouvoir vraiment dégager très rapidement plusieurs élèves qui vont avoir des difficultés dans un domaine précis. On va pouvoir les prendre, en fait, et on va pouvoir faire de la remédiation avec eux. Donc l'intelligence artificielle ne fait pas tout le job, évidemment. L'enseignant est là. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle simplifie le travail de l'enseignant. Et elle joue vraiment un rôle d'assistant pédagogique qui va au-delà, en fait, de ce que nous, on peut faire quand on a 26 élèves. C'est pas toujours facile de voir tout le monde. Je pense que voilà, tout le monde va être d'accord sur ce que je dis. Quand vous avez les 26 au travail en même temps, direct, de pouvoir voir où est-ce que ça coince. Et on a certains élèves qui vont facilement en fait, se faire aussi oublier dans une cohorte. Et ces élèves-là, en fait, qui vont souvent passer à travers les mailles du filet. On sait qu'il faut leur donner une vigilance particulière, mais quand vous en avez 27, dont un qui filpitre, c'est pas toujours évident de repérer en fait, notre élève. Et là, en fait, l'IA ne peut pas passer à côté, puisque c'est une machine qui va vraiment analyser les résultats de cet enfant et qui va vous en faire un petit rapport. Donc, vous ne pouvez pas manquer. Donc, c'est réellement gain de temps et amélioration en fait, du travail de l'enseignant. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse qui est, je pense, intéressante. Je ne sais pas si vous êtes tous au clair sur ce que c'est que le P2IA. C'est le partenariat d'innovation intelligence artificielle. En fait, ça permet de développer et de proposer des services d'assistance et de recommandation qui s'appuient sur l'intelligence artificielle à destination des enseignants de l'école primaire du cycle 2. Donc, c'est vraiment le programme du ministère. Pour mieux accompagner les élèves dans les apprentissages des savoirs fondamentaux, du français et des mathématiques. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent très certainement déjà des outils inscrits au P2IA et peut-être même que vous les utilisez déjà en classe au quotidien. Des idées peut-être ? La Lilo. Tout à fait. Mathia, Adaptive Math, Smart Enseigno et alors Plume aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Alors Plume ne fait pas forcément partie des premiers, mais elle s'est rajoutée. C'est pour la production d'écrits et en fait ils ont développé toute une partie pareil sur l'intelligence artificielle. Ils travaillent avec la Lilo maintenant
Ils ont fait tout un petit tour dans les TNE. Et c'est pareil, en fait, ils œuvrent dans ce sens-là et ils utilisent l'intelligence artificielle au service de la progression des élèves et des apprentissages. Donc en fait, tout ça, ça va permettre d'aider l'enseignant à identifier les besoins de ses élèves, d'aider l'enseignant à former les groupes d'élèves dynamiquement, donc vraiment voilà, savoir comment tu cibles, combien t'en prends, et proposer les contenus qui s'adaptent aux besoins des élèves via des activités personnalisées. Donc là, on est vraiment sur, non pas un remplacement du prof, mais vraiment une amélioration de notre job. Et ça nous permet en fait d'aller plus loin dans l'accompagnement des élèves à besoins particuliers, dans la progression aussi dans notre classe, de vraiment, c'est augmenter nos capacités de prof. Bon, bah voilà, je vous avais cité 3 exemples que vous m'avez cités aussi. J'ai un peu oublié. Alors, ce que l'intelligence artificielle n'est pas, il n'y a pas derrière, je crois qu'il y a, non? Je sais plus. Tu peux mettre la slide d'après? Pardon, oui. S'il te plaît. En fait, l'IA ne remplace pas l'enseignant, clairement, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, on ne peut pas nous remplacer tout simplement parce que voilà, la relation humaine, c'est nous, le cadre sécurisant, c'est nous, la confiance, l'environnement d'apprentissage. Tout ça, en fait, la machine ne peut pas nous remplacer là-dessus. Quand vous allez ouvrir votre classe à la rentrée et que vous allez tranquilliser, sécuriser vos élèves, les accueillir dans un climat serein, propice aux apprentissages, tout ça, une machine ne peut pas le faire en fait. La machine va pouvoir vous aider à cibler des besoins et à vraiment vous mettre au service de vos élèves, et donc à être plus efficace. En revanche, il n'y a que vous qui pouvez créer votre relation de confiance avec les élèves. En fait, dans les métiers de l'humain, la machine n'est pas prête de nous remplacer. Tous les films de science-fiction qui montrent la prise de contrôle des robots, c'est pas encore pour tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que l'IA peut nous aider pour des tâches de bas niveau. Quand je dis des tâches de bas niveau, c'est trouve-moi 100 pays, trouve-moi 100 animaux. Nous, on peut les chercher dans le dictionnaire, Wikipédia ou compagnie, mais là, l'IA, en 10 secondes, va nous sortir une liste de 100 animaux, de 100 pays. Donc voilà, c'est ce qu'il vient de dire. En fait, l'IA ne peut pas concevoir de réelles séances et de réelles séquences d'enseignement à proprement parler. Voilà, ça peut nous aider effectivement à dresser des listes, à avoir des points d'appui, des points de connaissance qu'on n'aurait pas tout de suite. Et là, on peut gagner un temps précieux. Mais c'est peut-être là où j'ai l'exemple sur la production d'écrit. Oui, donc voilà, un assistant pédagogique rapide qu'il faut savoir manier pour affiner et vérifier ces informations. Donc là, je lui ai demandé de me construire une séquence en grande section sur la production d'écrit. Une progression. Mise en place des prérequis, motricité fine, lettres de l'alphabet, la reconnaissance des lettres, découverte de l'écriture, de la phonologie, écriture de mots simples, de phrases. Ce qui m'embête beaucoup, alors pour le coup, autant en cuisine, je ne suis pas du tout expert. Là, en grande section, je pense que j'ai quelques connaissances. Et pour faire de la production d'écrit en grande section, c'est peut-être pas nécessaire de connaître le nom des lettres, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une certaine motricité, de savoir écrire des lettres. Je prends un exemple tout simple pour ceux qui sont en grande section, pour ceux qui sont familiers de la maternelle. On a des cartes type apprenti langue avec lesquelles on peut produire des phrases, où on a une phrase, le roi épouse la reine, on peut ajouter un adjectif, on peut peut-être déplacer des mots avec ces étiquettes. Avec ça, on peut produire des phrases. On peut peut-être produire des phrases en dictée à l'adulte. Mais tout ce qui nous a sorti là, pour moi, c'est pas pertinent. Je pense que j'ai une certaine expertise en grande section et là, je ne suis pas du tout satisfait par ce qu'il me propose. Je l'avais testé en décembre-janvier, je n'étais pas satisfait. Je teste à nouveau pour cette conférence, je ne suis toujours pas satisfait. Et c'est ChatGPT 4, c'est la version payante. La suite. Oui.
oui, alors il a quand même compris que c'était des enfants en bas âge. Alors je vais prendre un exemple où je pense être relativement expert, c'est sur la programmation. On est en train de nous vendre, oui, ChatGPT peut nous pondre un programme sans savoir coder, un jeu en 5 minutes. Je peux vous assurer que j'ai testé, retesté et encore retesté, c'est faux. Laurence Lecorf m'avait fait une commande sur Photomosaïque, c'était quelque chose d'assez complexe. On mettait la photo de sa classe, différents éléments qu'on pouvait mettre, des élèves, des types d'ateliers. J'ai demandé à ChatGPT de le coder. C'était bourré de bugs. J'ai mis des heures et des heures. Finalement, j'ai dû comprendre sa logique pour corriger ses propres erreurs. Donc j'ai cet exemple sur la programmation. Alors il est très fort pour trouver des bugs. Si je code, il va trouver des bugs. Et inversement. Là, je lui pose une question simple, comme si je lui demandais de faire une progression ici en production d'écrit. Oui, alors je pourrais préciser, mais je vous invite à le faire chez vous, dans votre niveau de classe, là où vous êtes expert, pour voir s'il est vraiment intéressant. Là où je suis d'accord avec Canopé, c'est, bien sûr, il y a la qualité du prompt. Et surtout, ce qu'on a essayé de montrer, c'est plus on donne d'informations à ChatGPT, et ça sera un meilleur assistant. Mais ça reste un assistant. Je préfère, moi, lui donner un texte et qu'il me donne son avis sur mon texte, plutôt qu'il me crée un texte. Quand je lui demande de créer un texte, c'est fadasse. C'est très fadasse. J'avais fait un article sur mon site où 95% était rédigé par ChatGPT, j'avais précisé à la fin. C'était pas très intéressant à lire, je trouve. Voilà. Un peu généraliste. J'ai peur que ça soit trop généraliste. Et je mets en garde, si on fait des appréciations d'élèves en utilisant ChatGPT, le problème c'est le RGPD. Si on met un prénom d'élève là-dedans, vous savez par qui c'est stocké. C'est pas stocké en France du tout. Hein. Ne mettez pas de prénom d'élève dans ChatGPT. Voilà. On a un petit peu dérivé, mais... la fille, peut-être. Donc là, quelques petites recommandations. Donc l'enseignant est garant du développement de la pensée critique chez ses élèves. Tu peux appuyer. C'est pas grave. Donc leur apprendre à utiliser l'IA et à croiser les informations, vérifier les sources, les auteurs. Donc ça, c'est tout le travail qui est à faire en EMC et notamment en EMI, c'est-à-dire l'éducation aux médias et à l'information. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je m'attache beaucoup, plus que toi, parce que tu as des grandes sections. Moi, j'ai des CE2 et c'est vrai que dès le CP même, je sensibilise beaucoup les élèves. On a tendance à penser, ils sont petits encore, ils ne savent pas. En réalité, ils savent déjà plus que nous-mêmes. Ils sont vraiment nés avec les technologies. Ils ont un compte TikTok, ils sont connectés sur Roblox le soir, ils vont jouer sur des plateformes. Voilà, ils ont un compte Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont très, très, très éveillés à la technologie. Et le problème, en fait, c'est qu'à la maison, ils n'ont pas forcément toujours le bon cadre qui va leur permettre d'utiliser cette technologie de manière intelligente. Et surtout, ils ne sont pas au courant de quels sont les dangers qui peuvent exister. Et si l'école ne s'emploie pas, parce que nous, en fait, dans l'EMI, c'est marqué noir sur blanc, hein, qu'on doit les éveiller à tout ça. Et si l'école ne s'y emploie pas très tôt, c'est là qu'on va avoir soit des élèves auxquels on ne va pas parler de ça, donc finalement, ils vont faire leur découverte de leur côté, et ça peut être très dangereux, parce qu'en fait, ils vont se créer des comptes, ils ne vont pas forcément savoir le danger derrière, et c'est là qu'ils vont faire de mauvaises rencontres sur Internet, qu'on va leur demander d'envoyer des photos bizarres. Et en fait, les enfants, s'ils n'ont pas cette confiance avec un adulte, ils ne vont pas forcément en parler. Moi, j'ai libéré la parole cette année avec mes élèves de CE2. Ils avaient tous déjà des comptes sur multiples plateformes et certains avaient déjà eu des drôles de messages avec des « envoie-moi des photos tout nus ». Mais vraiment, ils n'ont que 8 ans. Je suis dans un quartier défavorisé, donc il n'y a pas d'ordinateur à la maison, mais juste avec le smartphone prêté par papa-maman, c'est suffisant. Il suffit d'un quart d'heure, une demi-heure en fait, d'inattention d'un parent. Ça va très très vite en fait. Et ils reçoivent de drôles de demandes. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de qui est derrière. Pour eux, il y a un avatar mignon d'un jeune, ils pensent qu'il dialogue avec un copain.
Ils ne savent pas que derrière, il y a peut-être un pervers pédophile, des adultes mal intentionnés, des personnes qui vont leur donner des rendez-vous dans des lieux publics. Maintenant, on le sait, ces personnes-là mal intentionnées ont des stratégies très très poussées. Ils vont jouer sur le prénom de l'enfant, mais l'enfant ne se doute pas qu'en fait, ah tiens, il connaît mon prénom, bah oui, mais tu me l'as mis dans ton pseudo, patate. Mais en fait, voilà, tout ça, ça fait partie. Leur dire, non, tu mets pas ton prénom. Et quand tu t'appelles Mamadou75, c'est facile de dire bonjour Mamadou, tu te rappelles de moi? Et puis là, tu donnes un prénom bateau, et le gamin, il pense qu'il est en train de parler à quelqu'un qu'il a déjà croisé, je ne sais quand. Ou bien, ce qui marche aussi, c'est je connais ton papa. Banco. Donc en fait, voilà, tout ça, il faut bien les éveiller à ça dès le plus jeune âge. Je sais que moi, j'ai beaucoup de collègues, quand j'en parle sur les réseaux, qui me disent mais non, mais moi j'ai des CP, ils connaissent pas du tout, je suis dans un milieu favorisé. Ok, bah fais un sondage demain et on en reparle. Et en fait, j'en ai plusieurs qui se sont prêtés au jeu et qui m'ont dit ah oui, t'avais raison. Et c'est impressionnant et c'est flippant, ça fait peur. Donc en fait, voilà, il y a tout ça. Et si on leur montre pas ce qui existe et qu'on leur montre pas et les avantages, mais et les dangers, les inconvénients, finalement, on manque déjà une partie du programme parce que l'EMI, ça en fait vraiment partie. Et depuis 2021, il y a eu un vadémécum qui a été ajouté sur EduScol que je vous invite à tous lire, qui est vraiment très très intéressant et qui redonne vraiment ce cadre de l'EMI, parce que souvent j'entends l'EMI c'est quoi, j'en fais pas ou j'en fais pas assez, parce qu'effectivement le programme est chronophage et qu'on a beaucoup de choses à faire, mais je pense moi, alors je prêche ma paroisse, je suis ambassadrice du numérique, donc le numérique c'est dans ma classe, c'est tous les jours, mais je pense vraiment que dans l'ère actuelle d'élèves qu'on a, je crois que le numérique ça devrait être une priorité, pas de travailler tout en numérique, on garde les manuels, on garde le papier, on les fait écrire, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vraiment, leur donner les pistes, leur donner des bases solides pour savoir comment je peux être un utilisateur des technologies éveillé, en fait, et mis en garde. Parce que finalement, si on ne le fait pas nous, que dans les familles, c'est un peu tabou, qu'on n'en parle pas, on a ce souci qui va se faire. Et en fait, on a des gamins qui arrivent au collège, qui vont parfois recevoir leur première tablette au collège. Et puis, faut pas croire, il y a le contrôle parental, il y a le machin, etc. Mais les gamins, ils savent faire sauter tout ça, en fait. S'ils cherchent, il y a de plus en plus de gamins qui bidouillent, qui vont chercher sur des forums et qui y arrivent très très bien. Et on dit, oh non, moi, le mien, il fera pas ça. Surprise! Donc voilà, ça peut être un danger. Et alors que si en fait on le fait rapidement, c'est comme quand vous interdisez à un élève d'y aller, forcément il va chercher par tous les moyens à y aller. Alors que si vous le donnez, moi souvent j'ai ce côté sur les écrans, ah non moi pas d'écran, ils en font déjà beaucoup à la maison. Oui, d'accord, mais il y a la différence entre l'écran passif à la maison et l'écran actif que moi je leur propose en classe, qui va vraiment les mettre en situation de recherche, qui va faire appel à l'intelligence artificielle et qui va adapter leur parcours. Donc là, on a vraiment une plus-value et on est au service de leurs apprentissages. Et en fait, justement, quand les collègues me disent « Ah mais non, mais ils en ont déjà trop à la maison », je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'en fait, c'est justement comme ça, on leur dit non. Résultat, derrière, ils vont chercher comment aller déverrouiller ça d'une mauvaise manière. Donc voilà. Et puis, toute cette partie, en fait, c'est super important d'insister vraiment lourdement auprès d'eux pour les sensibiliser. Ils sont vraiment capables de comprendre. Moi, j'en ai qui ont pris conscience et qui ont déconnecté de Roblox parce qu'ils m'ont dit ouais, ça fait peur. Et en fait, voilà, et dans ma classe, par exemple, le numérique, au début de l'année, quand ils arrivent, c'est tous les jours. Mais eux, ils n'ont pas compris que c'est tous les jours. C'est tous les jours pendant 30 minutes. Et ça tourne, en fait. J'ai des petits ateliers. Donc, au final, ils ont fait 30 minutes dans la journée. C'est pas énorme. J'ai pas les moyens de faire plus avec mon équipement numérique. Et finalement, au départ, c'est la foire. Ils veulent tous y aller, c'est précipitation. Mais quand ils ont compris qu'en fait, ça revient tout le temps, c'est devenu une habitude. Et du coup, il n'y a plus cette frustration. Donc, quand je leur dis, quand le minuteur sonne et qu'on doit quitter les tablettes, moi, j'ai des gamins qui vont direct appuyer sur la croix, terminer, paf, ils vont ranger les tablettes et on passe à autre chose. Parce que ça n'a plus ce caractère exceptionnel, en fait. C'est tous les jours. C'est inclus dans leur pratique. Donc, aussi, on aide à la maison, je pense, certainement. Parce que du coup, à la maison, c'est pareil en fait. Si c'est qu'une fois de temps en temps, le dessin animé, vous avez la crise à la maison de « je veux pas couper la télé ». Moi, je l'ai eu avec mon fils quand il avait 3 ans et qu'il a commencé les premiers petits dessins animés de Petit Ours Brun. Je peux vous dire qu'il y a eu la crise. Mais en fait, quand il comprend que finalement, ça va revenir de temps en temps à la maison et que c'est pas non plus aujourd'hui, t'as raté ton occasion, tant pis pour toi, finalement, c'est dédramatisé. Et en fait, il se détourne des écrans, il va faire autre chose parce que les enfants à cet âge-là, ils ont besoin de manipuler, ils ont envie de patouiller. Donc finalement, entre la pâte à modeler et la télé, il va aller faire de la pâte à modeler. Mais parce que c'est pas tabou, c'est un environnement, ça fait partie de son environnement en fait. Donc voilà, moi je suis pas de ces parents qui bloquent tout, mais je le fais, mais je dis raisonner et raisonnable en fait. Et puis je voulais aborder juste un dernier point, c'est quand on pense que l'enseignant a toujours raison. Voilà, l'enseignant l'a dit,
donc c'est vrai. Parce que ça aussi, on a un gros poids, nous, les enseignants. Du coup, si tu peux mettre la slide suivante. Donc voilà, cette année, je me suis amusée à faire ça. Oui, il y en a qui l'ont vu passer sur mes réseaux. Donc j'ai la réalité augmentée de Google. J'ai mis un cerf de Virginie dans le jardin de mon école. J'ai rajouté le bandeau BFM. Et du coup, j'ai montré à mes élèves. Et là, en fait, 100%, ils y ont cru mordicus. Alors que bon, le cerf de Virginie dans l'Essonne, pas possible. Hein. Et puis, mais oui, c'est sûr que c'est vrai. Parce que d'une part, la maîtresse apportait l'information. Donc, maîtresse, c'est forcément la raison. Et puis, ça venait de BFM. BFM, c'est la télé, c'est les infos, quoi. Donc, impossible. Et en fait, ils n'ont jamais été en mesure de remettre en question cette information à la lueur de leur connaissance. Parce que, en fait, quand je leur ai demandé, mais c'est possible, bah non, mais c'est bizarre, il a dû se perdre. Voilà, mais pour eux, c'était vraiment en fait du domaine du possible. Et je leur ai fait chercher en fait avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut faire une recherche d'image inversée quand on va sur Internet en fait pour essayer de trouver justement la source, l'auteur, et ça nous permet en fait de voir justement si une information si une photo est une fake news. Et donc en fait vous la scannez, vous la rentrez la photo sur Google Lens par exemple, et il y en a d'autres, hein, des TinyEye, et en fait vous la scannez et si vous avez 0 résultat, a priori, c'est que c'est pas vrai. Et moi mes élèves ils m'ont dit non mais maîtresse ça doit être super récent, le reportage il doit dater d'hier, du coup c'est pas encore référencé. Ok les gars, en fait ils avaient réponse à tout, et vraiment à tout. Et à aucun moment en fait ils ont pu penser que je les avais roulés dans la farine, mais vraiment, parce que pour eux je suis, c'est pas possible, je les ai pas trahis, j'ai pas fait ça. Du coup ils sont un peu tombés des nues quand je leur ai révélé le poteau rose. Et donc en fait c'est important aussi de les éveiller à tout ça et de leur montrer que c'est pas parce que parce qu'ils suivent aussi des youtubeurs et des influenceurs qui parlent beaucoup sur les réseaux, et en fait leur montrer que c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tout ce que tu dis c'est parole d'évangile. Parce que les enfants, en fait, ils vous disent ça. Ah, Trucmuche, il a dit ça, et du coup, bah, c'est forcément vrai. Bah non. Une lecture récente, Les enfants et les écrans, d'Anne Cordier et de Séverine Herel, qui en parle un moment dans le chapitre 6. Les enfants sont crédules face aux écrans. Et dans ce chapitre 6, ils disent exactement ce que tu as dit, c'est les enfants ont une confiance aveugle dans leur enseignant. L'enseignant qui apporte des informations, et cette information est forcément vrai, véridique. De temps en temps, apporter une infox, une intox, c'est intéressant pour les faire réfléchir sur la notion de source, de croiser les informations. Ils vont un tout petit peu plus loin, c'est de le faire avec modération, parce que si on fait tout le temps des intox, ce genre de mauvaises informations, l'enfant risque de ne plus croire son enseignant, que tout est... En fait, oui, il va tout remettre en question. Oui. Et là, on peut tomber dans l'effet inverse, le complotisme. Et en fait, il peut tout remettre tout le temps en question. Donc voilà, c'est pas le moment qu'ils nous disent que la Terre était plate, en fait, et qu'on s'est planté, parce que ça serait quand même ballot. Donc il faut faire attention, mais de temps en temps, en fait, piquer un peu leur curiosité. Voilà. J'ai envie de dire, on a fait un test il y a 2-3 soirs. C'était quel est le maire de Corbeil-Essonnes en 2020. ChatGPT-4 a refusé de répondre parce qu'il a dit que ses connaissances s'arrêtaient en 2021. Moi j'ai mis 2020. On a essayé avec la version gratuite, il a donné la bonne réponse. On le pique, enfin on essaye d'aller un petit peu plus loin et on lui demande en 2015. Moi j'ai eu la même réponse qu'en 2020, alors que toi tu as une autre réponse, toi tu as eu la bonne réponse. En fait il y a une notion de probabilité dans ces réponses. 50% du temps il va donner telle réponse, 20% telle autre, 30% telle autre, en fonction de ses sources. Tout simplement. Ouais, puis en fonction de la manière dont on pose une question, enfin voilà, en fait, il faut vraiment aussi garder notre esprit critique à nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément toujours raison. Et ça peut être un outil génial, mais ça peut être aussi un piège. Et ça, c'est important de bien toujours vérifier, en fait. On gagne du temps, mais il faut quand même être sûr de ce qu'on dit avec l'intelligence artificielle, pour pas tomber dans du... Je veux juste préciser, là on met en garde sur ChatGPT, mais finalement c'est valable avec X sites référencés par Google, c'est valable pour un certain nombre de réseaux sociaux qui propagent des informations parfois véridiques et parfois pas du tout. Donc finalement cette vigilance qu'on a avec ChatGPT, on devrait l'avoir avec l'ensemble des médias. Il y a d'autres choses ? Il reste une slide. Ok. Du coup là on vous proposait, juste pour aller plus loin si ça vous intéresse, Yannouri est un collègue enseignant qui partage des exemples d'utilisation en classe.
Il est sur Twitter, on vous a mis son petit logo. Et aussi sur LinkedIn. Et par exemple, il avait mis en place une petite infographie que j'ai trouvée intéressante et intelligente. C'était sur l'utilisation de l'IA, en fait, la stratégie pour aider les élèves. Donc d'abord les sensibiliser, permettre de prendre conscience des enjeux qui sont liés à l'IA. Ensuite, c'était cultiver, définir et développer les compétences nécessaires à sa manipulation. En 3, informer, proposer des ressources et des conseils pour travailler avec l'IA. En 4, c'était réguler, donc réglementer son utilisation. Et en 5, renforcer, devenir par une pratique régulière un utilisateur aguerri et responsable. Il est assez actif, voilà. Il propose de nombreuses séances testées avec ses élèves qui sont assez pertinentes, que ce soit avec Midjourney ou ChatGPT. Voilà, si vous voulez aller plus loin, on vous conseille ce compte. On a terminé ? On a terminé. Merci.